Bon. Merci beaucoup à Bernard et à Vincent de m'inviter. Et j'ai adopté le titre que donné par Bernard. Et je vais parler de l'information, la notion d'information chez Simondon, et aussi en relation avec la théorie de l'individuation de Simondon. Je vais essayer de reprendre la notion d'information chez Simondon en pensant le numérique en relation avec l'individuation. Nous parlons d'une société de l'information depuis plusieurs décennies et comme l'a déjà lu là, Bernard a cité aussi Nora Mink, le rapport de Nora Mink. Il avait déjà annoncé le programme de l'informatisation de la société. Et cela me semble que la notion d'information est devenue le générique, qui peut expliquer toutes les opérations. Comme vous avez expliqué, y compris l'être vivant et l'être physique. C'est-à-dire, c'est un monisme en tant qu'une métaphysique. Et dans cette métaphysique, peut-on trouver deux notions de devenir. Une est le devenir pur sans intensité. Le devenir pur sans intensité. Comme par exemple Facebook, comme Twitter. Il y a un autre qui est un devenir comme individuation. Et pour moi, je pense que la théorie de l'individuation est une théorie généralisée du devenir. Et on vit dans un paradigme quantique. Il faut penser l'être quantiquement, comme on fait en physique quantique, mais aussi en pensant le devenir quantiquement. En réfléchissant cette notion d'information par rapport à Simondon, la philosophe française Moutier-Combes, pose cette question politique dans sa contribution vie, pouvoir, information à l'ouvrage collectif. Gilbert Simondon, une pensée opérative. Elle écrit, je cite, « On demandera donc comment est saisie la vie quand elle est saisie, au double sens de conçu et de capturer. Comme information, en particulier quand les vivants sont saisis comme les dépositaires d'une information génétique comprise comme code ou message. Que devient le biopouvoir dès lors qu'il devient pouvoir sur la vie saisie comme information, mais aussi ce à quoi résiste la vie. On lutte contre le biopouvoir. Cela est-il nécessairement, cela doit-il être tout coup, ça saisit comme information. Je voulais répondre à ces questions en revisitant la théorie d'information chez Simondon pour mettre en lumière sa pensée. En même temps, trouver sa pertinence à notre paradigme technologique. Cette enquête sera impossible sans éclairer la relation entre Simondon et la cybernétique. Cependant, cette relation entre Simondon et les cybernéticiens est très ambiguë. Il y a quelques interprétations qui distancent Simondon des cybernéticiens, à savoir Wiener, Shannon. Mais il me semble très problématique. Par exemple, Jean-Yves Chateau écrit en ce sens dans sa présentation du cours de Simondon. Il s'appelle Information et communication. Je sais pas la citation. Il écrit l'objectivation et la quantification sont, pour Simondon, la caractéristique de la théorie technologique de l'information et de la cybernétique, et aussi le défaut principal, en dépit de tout l'intérêt qui peut le reconnaître par ailleurs. Il me semble trop simple d'uniquement comparer Simondon avec ses premiers cybernéticiens. Pourquoi ne pas le comparer aussi avec les cybernéticiens postérieurs tels que Donald McKay, Lawrence Kubi, ainsi qu'avec les cybernéticiens de deuxième ordre, comme Francesco Varela,
et Alberto Maturana, Heinz von Foerster. Parce qu'il me semble que les discussions autour de l'information qui se sont tenues plus tard, au cours des conférences Macy, se sont rapprochées du concept de Simondon. Par ailleurs, si on étudie le texte de Simondon, il est intitulé « L'amplification dans les processus d'information », qui correspondent à son intervention au colloque de Royaumont de 1962, sur le concept d'information dans la science contemporaine, on aperçoit qu'il traite de 3 modèles d'amplification, dont le plus complexe, à savoir l'amplification organisante, entre en résonance avec le concept de l'autopoèse de Varela et Maturana. Plus curieusement, on remarque aussi qu'après l'exposé de Simondon, après l'exposé de Simondon, avait eu lieu une discussion entre lui, Vienna, et aussi Mackay. Mais alors que dans la publication de la conférence, on ne trouve qu'un abstrait de Simondon, et quelques phrases indiquant ici comme ici, il y avait une discussion entre les 3. L'absence de ce compte rendu rend plus mystérieux la relation entre Simondon et les cybernéticiens. Cela soulève aussi la question suivante. Comment peut-on s'approprier la théorie de l'information de Simondon sans le considérer comme un cybernéticien contemporain? Sous un éclairage particulier, le concept d'information demeure un mystère pour les lecteurs de Simondon. Dans cette intervention, je vais interroger la question de l'information dans 3 temps, mais chaque temps très court. Le premier sera consacré au concept d'information chez Simondon. Le deuxième reviendra à la 8e conférence Macy de 1951, en analysant en particulier le débat entre Donald Mackay et Claude Shannon. Car on trouve que le concept d'information a alors beaucoup évolué et s'est diversifié. Au lieu de seulement souligner la différence entre Simondon et les cybernéticiens, il observe aussi une convergence entre les deux. Simondon fait quant à lui référence à la 6e conférence de 1949, où il critique le psychanalyste Lawrence Kubi sur la question de l'adaptation et de la pathologie. La conférence de 1951 aboutissant à une redéfinition de l'information, à savoir l'information consiste en la distinction qui crée les différences. Cela rappelle une autre définition proche de la concept ultérieur de Bayes, à savoir l'information consiste en la différence qui crée les différences. Dans un 3e temps consacré au milieu versus système, je me demanderai si une telle convergence existe aujourd'hui. Comment pourrait-on repenser la notion d'information chez Simondon dans la mesure où notre société est déjà devenue une société de l'information? Je répondrai à la question de l'individualisation du mode d'existence des objets techniques. Cette démarche se délimite à une enquête sur l'histoire de la cybernétique et reste à la lisière de la notion d'information dans d'autres domaines. Et du coup, je ne parle pas de la algorithmique de l'information de Chetin et de Komolov dans ce contexte, parce que vous avez déjà parlé de ça. Et pour un aperçu structuré des recherches récentes, je vous conseille de consulter bien sûr les travaux de Monsieur Longo, et aussi un bouquin qui m'intéresse beaucoup, et je pense où on peut trouver une très bonne intégration de tous les théories de l'information.
c'est un mathématicien russe, Mark Buzhin, Theory of Information, Fundamentality, Diversity and Unification. Bon, le but de Simondon est de réinventer le concept d'information afin d'expliquer l'individuation. Car pour lui, les anciens modèles philosophiques, comme l'illémorphisme et le substantialisme, ne suffisent pas. Au contraire, ils deviennent des obstacles pour comprendre l'individuation. L'approche de Simondon est très motivée par les découvertes scientifiques de son temps. Premièrement, le développement de la mécanique quantique dans la physique et ses répercussions sur la chimie. Deuxièmement, les progrès de la psychologie sociale de Kurt Lewin, qui ouvre la voie à l'unification de la psychologie de Gestalt, de la théorie de Schomp, de la physique et de la topologie des mathématiques. Ces nouvelles découvertes remettent en question les modèles antérieurs. On découle une sérieuse critique de la part de Simondon à l'encontre de la conception statique de la forme. Simondon dit la forme pure de forme doit donc être sauvée deux fois d'un paradigmatisme technologique trop sommaire. Une première fois relativement à la culture ancienne, à cause de l'usage réducteur qui est fait de cette notion dans le schéma élémorphique. Une seconde fois à l'état de notion d'information pour sauver l'information comme signification de la théorie technologique de l'information dans la culture moderne. Simondon voyait donc un progrès, un appétit dans la transition de la conceptualisation de l'individuation, passant de l'illémorphisme classique à la théorie de Gestalt, et finalement de celle-ci à la théorie de l'information. La théorie de l'illémorphisme approche l'être comme une composition de forme et matière. La forme donne une identité à la matière, comme le montrent les exemples du moulage. Une telle conception met facilement l'être et le devenir en opposition. Nous pouvons par exemple imaginer la fabrication d'une brique. Ce n'est pas seulement la forme qui nous donne la brique. Au contraire, il nous faut imaginer les forces qui viennent des mains de l'ouvrier, qui ont préparé l'argile, et les pressions exercées par les limites du moule, comme des dimensions extrêmes du processus de prise de forme, qui se transmet de grain en grain, partiellement modulé par l'humidité de l'argile. Entre l'illémorphisme classique et la théorie de l'information intervient une réinvention de la notion de forme au sein de la psychologie de Gestalt. Pour Simondon, c'est aussi une tentative de recherche d'explication de l'individuation par la notion de bonne forme. La bonne forme est la forme qui semble la plus stable et équilibrée. La théorie de Gestalt constitue une avancée par rapport à l'illémorphisme. Mais elle ne parvient pas non plus à expliquer l'individuation. Ça ne suffit pas non plus, parce qu'elle suppose toujours un équilibre où l'individuation s'arrête. Nous pouvons dire que par cette critique, la théorie de Simondon se différencie aussi de la psychologie sociale de Lewin. La bonne forme présuppose les structures déjà stables et équilibrées, sans tenir compte des tensions antérieures
à cette intégrité. Par exemple, considérons l'image on perçoit, par exemple l'ordinateur là. Avant la perception de cette unité de l'image de l'ordinateur, il y avait des disparitions entre les images rétiniennes et des incompatibilités qui devaient être résolues. Ces disparitions rétiniennes peuvent être comprises comme la base de l'information. Ah ouais. Bah ouais, la disparition, il s'agit plutôt incompatibilité. C'est-à-dire, on a deux images là, mais les images, ils ne sont pas compatibles l'un l'autre. Et ça crée une tension. Et cette tension doit être résolue pour donner une image unifiée. Voici qui souligne un aspect déterminant de la relation entre la forme et l'information. L'information, Simondon dit, l'information n'est pas de la forme ni un ensemble de formes. Elle est la variabilité des formes. L'apport d'une variation par rapport à une forme. Nous pouvons donc dire que le résultat ne s'agit pas d'un seul produit de la forme. En revanche, la forme ne constitue qu'une partie de cette opération d'information. La conceptualisation de l'information comme disparition contraste avec celle des premiers cyberneticiens, notamment Wiener et Shannon. Et Simondon a écrit ce qu'il y a de commun à tous les auteurs. Ce sont Shannon, Fisher, Hartley, Wiener, qui ont fondé la théorie de l'information. C'est que pour eux, l'information correspond à l'inverse d'une probabilité. Il poursuit au paragraphe suivant, c'est pourquoi il est possible de présenter la quantité d'informations comme l'algorithme P étant la probabilité de l'état de la source. Point de citation. Simondon veut dire, premièrement, que pour les cyberneticiens mentionnés ci-dessus, l'information est une notion dérivée des technologies de la communication entre un émetteur et un récepteur. La transmission de l'information dépend de la fiabilité de la chaîne de communication. Deuxièmement, l'information est une quantité qui peut être mesurée en termes de logarithme. Elle est quantifiable. Et je pense pour Jean-Yves Château, c'est là il a trouvé la critique de Simondon des cyberneticiens, parce que ils pensent que les cyberneticiens, ils ne pensent que quelque chose de quantifiable. Mais pour Simondon, il s'agit plutôt de la qualité de l'information. Nous savons que, contrairement à ce qu'affirme Simondon, l'information selon Wiener et l'information définie par Shannon sont de signes opposés. Pour Wiener, l'information est une mesure de degré d'organisation par opposition à l'entropie, qui mesure le degré de désorganisation. L'information est donc négo-anthropique. Pour Wiener. Pour Shannon, l'information dessine plutôt une mesure de diminution d'incertitude par rapport au principe de redondance. Par exemple, dans la langue anglaise, est donnée une lettre C, si la lettre suivante est Z, et donne plus d'informations que la lettre A, parce que Z est moins probable que A suivant C.
En d'autres termes, ils apportent plus de surprises que A. Donc, le récepteur reçoit plus d'informations. Information est entropique. Du coup, il y a une grande différence entre les deux. En revanche, Simondon propose il faudrait apporter un terme non probabilitaire à la théorie de l'information. Peut-être serait-il possible, et c'est là le point de départ de la thèse personnelle que l'on voudrait présenter maintenant, de parler d'une quantité d'information. Qualité d'information. Merci Bernard. Ou d'une tension d'information. Simondon reproche la notion limitée d'information à la théorie de Shannon d'une manière simplifiée. Imaginons la communication entre émetteur et récepteur. Les signaux portent la signification. Comme il y a disparité entre les signaux envoyés par l'émetteur et le schéma de la réception du récepteur. La relation entre le signal et le schéma produit une signification, c'est-à-dire l'information, pas Simondon. On se demande si ce sont toutes les différences entre le cybernéticien et Simondon. Je me doute. Je voulais revenir à la conférence Macy en 1951. Alex Pavles, ancien étudiant et protégé de Kurt Lewin, a participé à la conférence Macy 6 ans après la mort de son professeur. Pavles a poursuivi les recherches de Lewin au MIT sur la dynamique du groupe. Au cours de la conférence, Pavles présente deux expérimentations de son équipe financière par les forces aériennes américaines sur l'étude d'une dynamique du groupe. Dans les discussions souvent sont exposées, on verra une dispute entre Shannon et Pavles sur la définition de l'information. Mais parce que c'est pas le focus de notre discussion, du coup je ne parle pas des expérimentations de Pavles. Mais sans exagérer, cela me semble constituer un moment très important dans l'histoire de la cybernétique qui marque une nouvelle définition de l'information qui est plus pertinente à notre discussion courante et à la proposition de Simondon aussi. Pavles donnait un exemple d'un imaginons il y a une salle comme cela et il y a une couple de chercheurs fluctués par la recherche et tout d'un coup il y a une personne qui passe et il sourit et il a monté le moral de tout le monde. Et Pavles considère que c'est un processus d'information. Mais Shannon objecte immédiatement. L'objection de Shannon est qu'il faut distinguer deux types d'informations. L'une, objective, est peut-être analysée mathématiquement. Et il y a une autre qui est subjective, qui ne produit que des obstacles à l'analyse mathématique. Donc il y a une distinction très forte, le subjectif et l'objectif. Et Shannon, il ne veut pas traiter l'information subjective. Shannon doit admettre à regret que quelque chose a été transmis par l'homme qui passe et qui choquit et les chercheurs qui étaient frustrés. Mais il maintient que ça le fait difficile à appuyer le résultat de la théorie de l'information. It makes it difficult to apply the result of information theory, dit Shannon. La raison est simple parce que le modèle mathématique ne sert pas à expliquer le facteur subjectif.
Ce débat n'a pas avancé pendant la conférence de 1961, car la notion d'information en tant que non quantifiable et subjective reste incompréhensible pour les théoriciens de l'information. Je voulais avant tout situer ce débat à partir de l'émergence d'une notion d'information qui caractérise la cybernétique de deuxième ordre. Face à Shannon, Mackay propose que l'information soit comprise comme le changement dans la mentalité du récepteur qui produit de la signification. Nous pouvons envoyer cette définition de Mackay à explication qui fait Simondon sur la signification produite par la transmission de signaux. Des années après, on perçoit donc plus clairement le désaccord entre les deux théoriciens de l'information, c'est-à-dire Shannon et Mackay. Et Mackay, il écrit, "It soon became clear that the biggest problem in applying Shannon's selective information measure to human information processing was to establish meaningful probabilities to be attached to the different possible signal or brain states concerned. After a series of applications of information theory in psychology and biology, which underrated the difficulty of this requirement, it has now come to be recognized that information theory has more to offer in terms of its qualitative concept than its quantitative measure." Comme Mackay parle de la qualité du sens, il ne veut pas dire que du sens est porté par le message ou le stimulus, ni que l'organisme soit la source de tous les sens. Pour Mackay, le sens est plutôt la différence entre deux termes. Il définit l'information sélective et l'information structurelle, qui sont, à notre sens, proches à ce que Simondon nomme la figure et le fond qu'il a pris de la psychologie de Gestalt. L'information structurelle a pour effet d'augmenter le nombre de dimensions de l'espace d'information, dit Mackay. En d'autres termes, une métacommunication. L'information structurelle est une métacommunication. Parce que la signification renvoie toujours à l'information structurelle. L'information sélective et l'information structurelle se modifient l'une l'autre comme un système dynamique. Au cours de la conférence de 1950, le psychologue John Stoll révélait déjà que Shannon faisait premier la stase sur le changement. En revanche, la théorie de Mackay reconnaît le changement entre de différents états comme condition de possibilité de l'information. Dans ce contexte, nous arrivons à comprendre pourquoi Mackay affirme que l'information est la distinction qui crée les différences. C'est-à-dire que l'information qui est produite par une distinction déclenche une autre différence, soit dans le sujet qui la perçoit, soit dans son propre milieu. Nous pouvons trouver d'ailleurs des développements qui font écho avec le concept d'information chez Simondon, par exemple, au moment où l'homéstat d'Archby, le cybernéticien anglais, a été questionné. Quand Ashby demandait aux participants s'il est possible de trouver, participants de la conférence Macy, s'il est possible de trouver une solution d'équilibre dans un système non linéaire, la réponse était négative, car les êtres vivants posent des problèmes sans solution. Chaque résolution au sein du vivant produit le passage d'un équilibre métastable à un autre, mais pas l'équilibre définitif, qui serait finalement la mort et sorte de l'individuation vitale. En tout cas, j'espère que cette brève exposition aura au moins montré qu'un dialogue entre les cybernéticiens et Simondon doit être réintroduit
si on veut pousser plus loin le concept de l'information et de l'individuation de Simondon. Et nous voyons qu'il y a une affinité entre la compréhension de l'information comme disparition chez Simondon et comme différence ou distinction chez Mackay et bien sûr Bateson. Pour moi, ce n'est plus juste de dire que Simondon se diffère des cyberneticiens parce que pour lui l'information contient plus la qualité que la quantité. Après tout, je voulais revenir à la notion de l'intensité de l'information. L'intensité parce qu'on parle de la physique quantique et Simondon a été influencé beaucoup par la physique quantique. L'information dit Simondon est la signification, où la signification est possible quand il y a des tensions ou incompatibilité entre l'information émise et les chaînes de réception, aussi petits que soit cette disparition. Je voulais ici introduire une nuance avec le mot signifiance pour faire référence à l'intensité de l'information. L'information produit la signification, mais ne produit pas forcément la signifiance, parce que la signifiance exige aussi une discontinuité. Une transition de phase non linéaire. Autrement dit, quand l'information atteint une certaine intensité, elle produit la signifiance. Un seuil est franchi. L'homéostat de Tarchoubi, qui peut réguler les changements continus et linéaires entre l'organisme et son milieu, n'est en revanche pas capable de traiter la discontinuité. La discontinuité constitue un sort quantique. Si nous la comprenons selon un paradigme physique, alors à quoi sert-il de penser l'information en termes d'intensité? Je voulais reprendre l'analyse de Simondon sur le milieu associé dans le domaine d'existence des objets techniques, sa thèse complémentaire. Mon hypothèse est que Simondon il envisage déjà l'avènement de l'ère de l'information et propose donc un humanisme technologique adapté, qui intègre la technologie au sein de la culture. C'est aussi là peut-on trouver une politique après son développement d'une nouvelle notion d'information. La conceptualisation de l'être humain en tant qu'être en relation avec le monde au travers de la phase technique et jouant le rôle de l'individu technique à un certain moment de l'histoire montre que la relation entre les êtres vivants et la technologie peut être analysée à partir de la technicité. Selon Simondon, avant l'industrialisation, l'homme ou les humains étaient proches à l'individu technique parce que les humains ils peuvent organiser les outils pour créer eux-mêmes comme un milieu associé. Mais après l'industrialisation, l'homme a perdu la statut comme l'individu technique, c'est-à-dire il ne peut pas créer un milieu associé. Qu'est-ce que un milieu associé? Simondon il a cité souvent c'était simple, le turbine de Gimbal. Et c'est une avant Gimbal, la turbine produit trop de chaleur et ça détruit la machine elle-même. Et Gimbal a une invention qui met la turbine dans un fleuve. Et le fleuve pousse le mouvement, qui peut donner le mouvement de turbine. Et en même temps, il peut prendre la chaleur de la machine. Et c'est le fleuve devient le milieu associé de la machine. Il est en même temps un environnement naturel et
le fonctionnement de la machine. Et cela nous donne l'impératif de reprendre l'analyse de la transformation du milieu technique au sens de l'Europe et des milieux associés après l'émergence du système technique. L'informatisation et la cybernétisation du monde par la médiation des appareils techniques signifie aussi la transformation du milieu technique au sens de l'Europe et en un système technique. Du milieu technique au système technique. C'est-à-dire dans une articulation toujours plus dense et robuste du monde par les réseaux techniques. Je risque ici de confondre les notions différentes. Par exemple, le système technique chez Bertrand Gilles, le système technicien chez Jacques Ellul et le système technologique c'est le sociologue américain Thomas Hughes. Par système technique, j'entends la systématisation des ensembles techniques à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, grâce à l'invention du traitement automatique des données et aujourd'hui à l'invention des objets techniques. Et il y a un point marqué, c'était l'invention des bases de données. En passant d'un milieu à un système, nous voyons que les relations deviennent plus en plus concrètes au sens de la concrétisation des objets techniques de Simondon. Par exemple, nous pouvons penser d'une transition des relations mécaniques aux relations électroniques et finalement aujourd'hui aux relations numériques composées de données. Et on peut penser ça aussi avec la grammatisation proposée par Bernard. Quand le milieu est remplacé par le système, l'information devient l'approche généralisée via une modulation technique, psychique et collective. Dans une situation comparable à celle d'une cybernétique de second ordre, et le besoin se fait sentir d'une pensée philosophique capable de nous permettre de réorienter le progrès technique dans une direction sensible. Pas sensible, j'entends d'une pensée qui nous amène à une individuation psychique et collective, au lieu d'une désindividuation liée au programme industriel. Un devenir sans intensité. Comme je disais au début. Quand la vie est saisie comme information, l'être humain et ses milieux s'insèrent dans un système technique. En revenant à l'individuation dans la nouvelle condition technologique, je tente de penser ce que Simondon nomme la transindividualité. Pour Simondon, la transindividualité existe quand les objets techniques sont reconnus non seulement comme utiles, mais aussi comme techniques. C'est-à-dire que les objets techniques sont jugés comme le résultat d'invention et porteurs d'informations. Pour que cela soit possible, Simondon dit, je cite, « Il faut que le sujet qui le reçoit possède en lui des formes techniques. » Fin de citation. Nous pouvons comprendre que, dans ce cas, le sujet et les objets techniques constituent une organisation à laquelle correspond un type de communication rendu possible par les formes techniques qui le portent en eux. Le sujet retrouve alors la possibilité de devenir l'individu technique, voire l'organisateur des relations entre machines et entre les machines et l'opérateur. Or, la préservation de la vie, qui est aussi la condition de la permanence de l'individu technique, dépend de la constitution d'un milieu associé favorable au sein de cette organisation, un devenir comme individuation. Le milieu associé ne doit donc pas seulement être conçu comme un mécanisme d'autorégulation qui protège l'objet, mais aussi comme un modulateur de l'individuation vitale qui détermine
des effets de seuil dont l'individuation psychique est collective. La construction de milieux techniques crée un dispositif par lequel nous pouvons nous protéger et en même temps nous moduler vers une certaine intensité. Je fais référence ici à ce que Bernard appelle la transindividuation. Parce qu'il s'agit d'une transformation structurelle qui recompose le je et le nous via l'organisation de l'information. Et là, il s'agit toujours d'une intensité. Pour revenir à la question posée par Combe, la résistance de la vie contre le biopouvoir après l'information doit être imaginée à partir de cette réalité technique qui module l'énergie des vivants. Cela nous éloigne des naturalistes comme Lamarck, tout comme les évolutionnistes comme Darwin, parce que considère la relation entre les organismes et le milieu simplement comme une adaptation chez Lamarck ou une sélection chez Darwin. La construction des milieux associés varie selon l'organisation technique concrétisée. Mais cette pensée de l'information, de la signification et de la signifiance nous permet de nous engager dans le développement technologique en employant une méthode philosophique. Il nous faut penser l'information au-delà de l'efficacité de la communication et aussi de la composition de la vie comme information. Lorsque l'information ne doit pas être comprise seulement comme les signaux ni comme le contenu dans sa totalité, mais aussi essentiel pour une transformation structurelle, faute de quoi l'individuation n'a plus lieu. Merci beaucoup.